Bonjour. Désolé d'être à distance. Simplement, donc, on va essayer de vous présenter le projet de territoire du Clunisois. Et en fait, à plusieurs reprises, on nous a demandé d'intervenir sur le thème de la sobriété. Et la première fois, on s'est un peu gratté la tête, c'était lors des réunions TEPOS l'an dernier à Millau, parce que finalement, le terme de sobriété n'était pas au cœur de la démarche que nous avons faite. Il n'était même pas utilisé du tout, j'allais dire, dans le projet de territoire. Et finalement, on a essayé de se demander quel chemin on avait emprunté qui, de fait, allait vers la sobriété, mais sans utiliser ce terme comme un moteur du projet. Alors, ce que je vais essayer de vous expliquer, puis on regardera du coup les diapos juste à la fin pour regarder ce que ça donne en termes de sobriété, mais plutôt vous dire quelle est la méthode qu'on a suivie pour arriver, disons, à cette démarche. Alors, tout d'abord, en quelques mots, le Clunisois, c'est 42 communes, communes rurales autour d'une ville-centre qui est Cluny, une petite ville de 5000 habitants. Et finalement, nos 42 communes, c'est à peine 14 000 habitants, ce qui veut dire que, à part Cluny, la moyenne des populations des communes, c'est 200 habitants. Donc, on est vraiment dans un territoire très rural. Donc ça, c'est une des caractéristiques de cette démarche. Peut-être aussi une caractéristique intéressante de ce territoire, c'est une tradition collective qui est très marquée. Juste un indicateur, on a sur ce territoire plus de 600 associations actives. Ça veut dire que c'est en moyenne 2 à 3 fois supérieur au nombre d'associations par habitant qu'on peut trouver sur le territoire national. Un autre chiffre aussi, c'est que nous avons 442 élus locaux, élus municipaux. Donc, vous voyez, ça fait une personne, un adulte sur 25 qui est élu municipal. Donc, ça montre également là une culture de l'engagement et cette démocratie de proximité qui fonctionne de façon extrêmement vivante dans les villages et sur l'ensemble du territoire. Alors, en fait, la démarche dont on va parler, ce projet de territoire, il correspond à la mandature actuelle 2020-2026, mais il s'inscrit dans un certain nombre de mandatures pendant lesquelles, sans qu'il y ait explicitement de projet de territoire, il y a eu un fort engagement sur les questions qu'on pourrait qualifier de transition. Alors ça s'est fait un peu d'ailleurs comme pour la commune de Muttersholtz, autour en fait d'une participation à la démarche TEPOS, hein, territoire énergie positive, devenu ensuite TEPCV, complété par TEPCV, mais également sur des démarches comme par exemple une charte forestière de territoire. On a un territoire qui est très forestier avec des grandes forêts municipales. Et du coup, très tôt, on s'est demandé comment on pouvait tous ensemble mieux gérer ce commun, ce patrimoine-là. On a également une grosse dynamique autour de Natura 2000. La communauté de communes du Clunisois gère ce programme pour 5 ou 6 intercommunalités qui sont réparties sur la vallée de la Garonne. Et ainsi de suite. Donc, lors des mandats précédents, il y a eu un gros travail, par exemple, sur la sobriété des bâtiments, la sobriété énergétique des bâtiments publics. On a par exemple pu, dans le domaine alimentaire, qui est un sujet qui nous motive aussi beaucoup, créer un laboratoire de transformation alimentaire collectif, donc un équipement d'à peu près 300 mètres carrés qui a été investi par la communauté de communes et qui permet aux agriculteurs et aussi à tous ceux qui sont dans les métiers de bouche de venir transformer leurs pommes, leurs fruits, leurs viandes, etc., pour en faire des conserves, des compotes, des confitures, des préparations chaudes et froides, etc. Tout ça pour donner de la valeur à la production agricole. Bon, ça, ce sont des choses, juste un petit exemple de choses qui se sont faites dans les mandats précédents. Ce mandat, nous nous sommes dit, maintenant que nous avons un périmètre qui est stable, hein, ce qui n'était pas le cas avec les réformes successives des deux mandats précédents, on va pouvoir vraiment, cette fois, s'arrêter un moment ensemble et réfléchir qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est quoi le sens de notre engagement les uns les autres et les associations, les élus, comment on a envie de s'orienter. Et en fait, ce moment de concertation très intense a coïncidé dans le temps avec les périodes de pandémie et donc les périodes de confinement. Donc, ça a été un peu un défi de se dire comment on lance la concertation d'un projet de territoire dans une période où, en gros, chacun doit rester chez soi. Alors, heureusement, il y avait quand même une exception pour le fonctionnement des institutions publiques.
Et du coup, ça a été l'occasion pour nos 442 élus municipaux, eh bien, il faut quand même un échantillon assez représentatif des habitants du Clunisois, d'utiliser la capacité que eux gardaient encore de se réunir et de travailler ensemble pour mener à bien cette concertation du projet de territoire, tout en considérant la notion d'élu de façon relativement large et avec des réunions sur lesquelles il y avait aussi d'autres personnes que strictement des élus. Donc, pendant la période entre octobre 2020 et mai 2021, on a donc eu quelque chose comme 75 réunions. Donc, vous voyez, c'était des périodes où normalement, ce n'était pas trop recommandé, mais nous avons travaillé assez intensivement pour essayer d'une part, comprendre le point où on en est, et puis essayer de se fixer des objectifs pour la suite. Cette concertation, on l'a faite avec, en gros, deux logiques. Une logique qui était calée sur les besoins fondamentaux, donc se nourrir, se loger, se déplacer, se former, se distraire, accueillir, etc. Puisque finalement, dans cette période de pandémie, on s'est rendu compte, et de confinement, on s'est rendu compte que la satisfaction des besoins fondamentaux était quelque chose qui n'était pas si évident que ça, même si dans la vie quotidienne, on part du principe que c'est évident. En fait, on se rend compte que tout ça est très fragile et demande beaucoup de coordination, de lien entre les gens pour y arriver. Et donc, du coup, cette insistance sur la satisfaction des besoins fondamentaux. Et d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure dans les présentations précédentes, ce qu'on n'a pas appelé pendant la démarche la sobriété, c'est une sobriété a priori effectivement heureuse et qui passe essentiellement par une bonne satisfaction collective en fait de ces besoins fondamentaux. Donc ça a été une entrée qui a aussi correspondu aux différents secteurs d'activité, aux différents domaines de responsabilité des vice-présidents de la communauté de communes. Donc, chacun étant responsable d'un domaine et chaque vice-président a animé la concertation dans son domaine en essayant de se fixer des objectifs très simples sur chacun de ses besoins fondamentaux. Et puis, la deuxième approche, ça a été une approche qu'on a appelée de voisinage. On s'est rendu compte que notre territoire était grand, que les communes étaient petites et que entre en fait l'échelle de la communauté et l'échelle des communes, il y avait quelque chose d'assez naturel qui étaient des petits groupes de communes, de 3-4 communes, qui souvent sont fédérés par leur RPI, leur regroupement pédagogique intercommunal, donc autour de leur école finalement. Et du coup, ça a fait une dizaine de voisinages, correspondant à peu près au nombre de groupes scolaires. Et là, les réunions ont réuni en fait l'ensemble des conseillers municipaux, en tout cas tous ceux qui pouvaient se mobiliser, de chacun de ces groupes de communes. Et là, on a utilisé en fait une approche qui était très simple, qui a consisté à se poser deux questions au cours de ces réunions. La première question, c'était de quoi est-on fier? Et de quoi est-on fier à l'échelle de ce petit groupe de communes? Et on s'est rendu compte que les réalités étaient différentes, les fiertés des gens étaient différentes suivant l'endroit où on se trouvait, parce que même à l'échelle d'un mini-territoire comme le nôtre, eh bien, la partie granitique n'est pas la même que la partie calcaire, que ceux qui sont tournés plutôt vers le nord n'ont pas les mêmes préoccupations que ceux qui sont tournés plutôt vers le sud, etc. Mais en tout cas, ce qu'il y avait de commun dans toutes ces fiertés, c'était la dimension collective. Partout, les gens, finalement, quand on leur demandait de quoi ils étaient fiers de telle réalisation collective, de telle association qui fonctionnait bien, du café associatif, de l'épicerie associative, de leur forme d'organisation collective pour emmener les seniors au marché, etc. Donc finalement, la fierté partagée partout, elle se portait sur des réalisations différentes, mais elle avait toujours en commun une fierté d'être capable de résoudre des problèmes ensemble. Et du coup, ça a été très intéressant d'analyser ces fiertés et de voir qu'est-ce qu'on pouvait continuer à faire dans la même dynamique collective. Puis la deuxième question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui nous inquiète, et en particulier pour nos enfants. Et dans cette approche-là, eh bien, ça a permis que des gens qui auraient éventuellement eu des sensibilités politiques, idéologiques extrêmement différentes, en fait, ils partageaient tous des préoccupations et souvent assez convergentes pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour les enfants du village, etc. Et souvent, ces préoccupations, elles tournaient autour
de l'évolution assez dramatique du climat sur ces dernières années, sur les questions économiques, en fait, quel type d'activité nos enfants, nos petits-enfants pourront avoir sur notre territoire, est-ce qu'ils devront partir très loin, aussi sur la présence ou l'absence d'activités, de loisirs, de culture, de formation, l'avenir des écoles, comment fait-on pour que, eh bien, on ait encore des enfants dans les écoles à horizon de quelques années, alors qu'on est une population dans laquelle en fait la proportion de personnes âgées est très forte. Et du coup, là encore, cette approche nous a permis de nous projeter et de nous dire, bah, si on veut lever ces inquiétudes ou contribuer à les lever sur l'avenir de nos enfants, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est à notre portée, nous, à notre petite échelle. Et finalement, il y a eu énormément d'idées qui sont venues, d'ailleurs souvent basées sur les fiertés dont on avait parlé juste avant, donc sur nos capacités à trouver des solutions originales en nous mettant ensemble, et des solutions qui souvent sont très, alors j'utilise ce terme même s'il n'a pas été utilisé, très sobres, dans la mesure où ça repose beaucoup sur le bénévolat, sur le partage, sur la solidarité, et donc finalement pas sur des nécessités d'investissement extrêmement coûteux. Donc on était vraiment dans de la petite échelle, et cette notion de voisinage, elle a été vraiment extrêmement forte dans l'animation du projet de territoire. Et puis cette notion de voisinage, on l'a aussi utilisée pour passer à une échelle au-dessus. On s'est dit, dans le fond, nos habitants, ils ne sont pas enfermés dans notre communauté de communes. Pour beaucoup, ils vont chez les voisins en termes d'autres intercommunalités qui nous entourent, pour faire leurs études, pour faire leurs courses, pour se faire soigner, etc. Même éventuellement pour telle activité culturelle. Et on s'est dit, bah, plutôt que de faire un projet de territoire qui se limite aux limites administratives de nos 42 communes, eh bien, j'ai été mandaté pour prendre contact avec chacun des 8 présidents des 8 intercommunalités qui nous entourent et pour échanger avec eux. Et là aussi, ça a été très intéressant parce qu'on n'avait pas d'ordre du jour, on s'était juste fixé 1 heure et demie de dialogue ensemble. Et finalement, au terme de cette 1 heure et demie, on s'est rendu compte, on a analysé de quoi on avait parlé, et souvent, c'était des choses qui étaient des intérêts communs, les chemins de randonnée, la mobilité collective, les sites clunisiens. Chez nous, les sites clunisiens, c'est les anciennes filiales de l'abbaye. Il y en a un peu dans toute l'Europe, mais il y en a aussi à proximité immédiate. La gestion de nos forêts, les questions d'alimentation, etc. Et tout ça, on a pu analyser que ce n'étaient pas exactement les mêmes questions qu'on avait traitées avec telle ou telle intercommunalité voisine, mais qu'en tout cas, réfléchir à notre avenir, ça ne pouvait pas se faire en vase clos, et que ça nécessitait de penser que les habitants du nord de notre communauté de communes, bah, ils vont beaucoup vers Châlons, etc. Ceux qui sont plus au sud ou à l'est, ils vont plutôt vers Mâcon. Ceux qui sont encore plus à l'ouest, ils vont vers Charolles. Et pas uniquement, ils ne sont pas tous concentrés et dépendants de Cluny. Et donc, c'était vraiment important de prendre tout ça en compte. Et finalement, on a défini, et ça, ceux que ça intéressera pour aller plus loin pourront aller sur le site de la communauté de communes du Clunisois et trouver le diaporama qui présente le projet de territoire. Mais pour chaque voisinage et pour chaque domaine d'action, au sens des besoins fondamentaux, on a défini 3 projets prioritaires, et on a essayé d'analyser pour chacun de ces projets quels en étaient les intérêts au plan économique et d'emploi d'une part, au plan environnemental d'autre part, et puis au plan social et culturel d'une troisième part. Donc de façon très qualitative, définir pour chacun de ces projets si c'était, il y avait beaucoup de plus, un peu moins de plus, voire éventuellement des moins. Et puis on a fait la même chose en termes de coûts, mais là aussi de façon très qualitative. Est-ce que c'était un projet peu cher ou pratiquement sans coût? Est-ce que c'était un projet moyennement cher et un projet plus cher? Tout ça en fonctionnement et en investissement. Et ça nous a permis, à chaque secteur et à chaque voisinage de sélectionner finalement 3 projets prioritaires qui rentraient dans la mise en valeur de ce dont on est fier et des actions qui permettent de lever nos inquiétudes, en tout cas de les modérer pour l'avenir par rapport à nos enfants et nos petits-enfants. Et finalement, en faisant ça, on a essayé en parallèle d'avoir un œil sur ce que ça donnait en termes de bilan énergétique et de bilan carbone. Donc là, on peut peut-être juste passer les 2-3 diapos qu'on a préparés après celle-ci. Voilà. Donc cette diapo-là,
finalement, on s'est dit, notre monde d'avant, c'était avant 2020, on est à peu près comme la moyenne de la France, aux alentours d'une dizaine de tonnes d'équivalent carbone par habitant. Et on a compris qu'en fait, ces tonnes de carbone, justement, elles sont, disons, émises pour la satisfaction de nos besoins fondamentaux. Se déplacer, c'est important en milieu rural, il y a des grandes distances. Se loger, on a un bâti traditionnel, donc qui finalement est à la base relativement sobre, mais qu'il n'est pas toujours facile non plus de modifier, de faire évoluer, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes et de coûts. La question de la consommation, et ça nous a beaucoup permis de réfléchir à la meilleure répartition sur le territoire des commerces, des services, parce que en territoire rural, tout était pratiquement concentré dans la ville-centre. Et du coup, on s'est dit, mais si on veut mieux consommer, eh bien, il faut aussi consommer à plus de proximité. Donc, comment faire en sorte que le tissu économique il se développe aussi beaucoup dans les villages. La question du numérique, hein, se connecter, en fait, ce que je fais en ce moment avec vous, c'est-à-dire parler à distance, ce n'est pas forcément une bonne solution en termes de carbone, puisqu'on sait bien que tous les data centers et autres choses comme ça dépensent beaucoup d'énergie et donc beaucoup de carbone. Mais donc, soyons conscients des opportunités, mais aussi des risques dans ce domaine-là. La question de la nourriture, alors comme on est en pays où on est très attaché à la bonne chair, aussi peut-être à pas mal apprécier nos vins locaux, etc., etc., on s'est dit, mais il est possible de se nourrir sain, de se nourrir bien, sans forcément que ce soit des tours de ceinture et le renoncement à tout ce qu'on sait produire sur le territoire. Au contraire, c'est une façon de mieux prendre conscience de tout ça et d'organiser notre agriculture de façon à la diversifier et à nous proposer des productions avec des marchés locaux, avec des circuits locaux autour de notre laboratoire de transformation alimentaire, de nos cantines scolaires, etc. Et puis, cette partie aussi qui impacte fortement, qui est la question, au-delà de la mobilité du quotidien, la question des voyages et des loisirs, donc la façon dont chacun conçoit pendant ses vacances, notamment le mode disons, de récréation qu'il va avoir. Bon, donc, on a pris conscience du fait que tout cela faisait une dizaine de tonnes et on s'est dit que comme objectif, et ça a été fixé vraiment dans le projet de territoire qui s'appelle finalement Vivre ensemble en Clunisois dans le monde d'après, donc vivre, vital, les besoins vitaux, ensemble, c'est le collectif, en Clunisois, enraciné dans un territoire, et dans le monde d'après, donc pour faire en sorte qu'il y ait effectivement un monde d'après, un monde vivable, en tout cas soutenable pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc nous, on s'est fixé notre horizon à 2040 et on s'est dit qu'on voulait atteindre la neutralité carbone en 2040 et que finalement, pour faire ça, il fallait que toutes les émissions carbone de tout ce que je viens d'évoquer comme besoins vitaux, eh bien, ils soient inférieurs à la simple impact, à la simple empreinte carbone de ce qu'on fait uniquement sur les déplacements aujourd'hui. Donc, on a pu mesurer que c'était quand même une ambition importante. Et on s'est dit aussi qu'entre maintenant 2022 et 2040, il n'y a jamais que 18 années. Et 18 années, c'est 3 mandats municipaux. Or, beaucoup d'entre nous, moi le premier, en somme à notre 3e mandat. Donc, on se dit c'est à la fois quelque chose d'un peu long, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement proche. Enfin, quand on réfléchit rétroactivement à ce qu'on est capable de faire en 3 mandats, on se dit qu'il y a besoin de vraiment mouiller la chemise pour arriver à cet objectif-là. Donc, on peut prendre la diapo d'après. Voilà. Et du coup, on s'est dit comment ça se traduit concrètement dans nos différentes activités. Donc, on a travaillé là avec un cabinet qui nous a accompagnés sur la question de l'empreinte carbone, qui s'appelle BL Evolution, avec lesquels on a pu chiffrer déjà les évolutions depuis 2018 jusqu'à maintenant, où on a pu déjà constater avec une certaine satisfaction sur des bases assez précises qu'il y avait déjà une diminution des émissions carbone, et puis comment s'organiser pour faire en sorte, tout en conservant une agriculture qui est une des fiertés de notre territoire active, comment en s'appuyant aussi sur la capacité de séquestration, etc., et puis les progrès qu'on peut faire dans les différents domaines, mais surtout dans le domaine de la mobilité, comment atteindre donc cette neutralité carbone pour l'horizon, donc pour nous 2040. Et du coup, si on prend la diapo suivante, ça se traduit aussi en matière donc d'énergie, hein, dans notre logique territoire à énergie positive. Comment fait-on
on a déjà commencé à le faire, mais comment accélère-t-on cette réduction de l'utilisation de l'énergie, donc cette sobriété énergétique, pour donc en gros la diviser par, enfin, la consommation est divisée par un peu plus de 2 à horizon 2050, pratiquement par 2 à horizon 2040, et tout ça en ayant conscience en effet que l'électricité, qui est un moyen qui est sollicité notamment de plus en plus pour la mobilité, etc., elle, eh bien, elle va avoir tendance à rester à peu près stable, à peu de choses près. Donc, comment faire tout cela tout en faisant en sorte que l'ensemble de la production d'énergie soit locale à l'horizon donc 2040, en s'appuyant pour nous beaucoup sur le bois énergie, hein, sur la méthanisation avec des projets qui sont importants, et puis également pour le photovoltaïque avec une démarche très systématique avec les 42 communes d'identification des toitures pour commencer, et puis éventuellement aussi un petit peu de photovoltaïque au sol, mais absolument pas sur de l'agricole, mais sur des terrains qui ne sont pas propres à l'agriculture. Et tout ça en liaison avec un plan paysage, puisque un des communs, et je vais peut-être terminer là-dessus, dans la démarche de projet de territoire, une partie de notre temps a été consacrée à identifier ce qu'on appelle des communs. Donc, parmi ces choses dont on est fier, ça peut être les paysages, la biodiversité, la culture collective, les savoir-faire artisanaux et artistiques, etc. Donc, finalement, le paysage étant un de ces communs extrêmement valorisés sur notre territoire, comment faire en sorte que ces productions locales d'énergie, ces modifications de notre agriculture, de notre gestion forestière, comment tout cela se traduit dans un paysage vivant qui évolue, mais qui reste un paysage dont on est fier et qui est un commun d'identification qui contribue aussi à ce vivre ensemble, cette qualité du vivre ensemble en Clunisois. Donc voilà en quelques mots la description d'une stratégie qui, encore une fois, vous l'avez compris, n'est pas passée par la mise en avant de la sobriété, qui est passée par la mise en avant du bien vivre ensemble et qui se traduit finalement par le fait, par le constat heureux, j'allais dire, hein, pour paraphraser Pierre Rabhi, par ce constat qu'en fait, ce qui est favorable à la qualité du vivre ensemble est aussi favorable à la diminution de notre empreinte. Pour prendre un exemple et pour finir là-dessus, dans nos démarches de voisinage, eh bien, les gens se sont dit, par exemple dans le voisinage nord autour de Joncy, on aime bien aller au marché, pas simplement le marché sur notre communauté de communes, mais un marché qui est à l'extérieur de la communauté de communes, plutôt que d'y aller chacun avec notre voiture. Eh bien, et maintenant, c'est une réalisation qui s'est faite là, dans les quelques mois qui ont suivi la conclusion du projet de territoire. Ayons un véhicule en autopartage municipal avec des chauffeurs bénévoles qui passent dans les villages ramasser, je dirais comme le ramassage scolaire, mais là, c'est du ramassage de gens qui vont au marché. Et puis, on repart ensemble avec nos paniers, etc. On revient. Et ce qu'on fait avec le marché, ben, on peut le faire avec le médecin, on peut le faire, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas grand-chose et qui crée du vivre ensemble et qui va aussi dans le sens de la sobriété. Donc voilà une illustration concrète de ce genre de choses auxquelles le projet permet d'aboutir.